Dans cette vidéo, nous allons parler de GitLab. Alors, qu'est-ce que GitLab? GitLab, c'est un système de gestion de code. Et GitLab permet également de faire de l'intégration continue, c'est ce qu'on appelle le CI. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégration continue? Ça permet d'automatiser toutes les opérations de compilation de tests et de déploiement de l'application dans un environnement de test. Ça permet également de faire du CD. Alors le CD, qu'est-ce que c'est? C'est du déploiement continu. Là, la différence avec le CI, c'est que le CD permet de faire toutes les opérations, de les automatiser, hein, les opérations de compilation, de test, de déploiement dans un environnement de test, mais également de déploiement en production. Donc c'est-à-dire que le CI, lui, s'arrête au niveau du déploiement dans un environnement de test. Le CD, lui, il va jusqu'au déploiement en production. Et GitLab, c'est un système de gestion de code et de CI/CD basé sur le web. Le noyau de GitLab, il est gratuit et il est open source. Par contre, il existe des options commerciales qui sont disponibles. Alors, qu'est-ce que le contrôle de code source? Le contrôle de code source est un moyen de suivre et de collaborer sur le code. Il permet de garder une trace des modifications apportées au fichier, plutôt que des copies entières de fichiers. Il permet aux développeurs d'intégrer facilement leur travail. Et on utilise le concept de pipeline. C'est un concept dans lequel il y a plusieurs opérations qui vont se suivre les unes derrière les autres. Une opération de compilation, des opérations de test, test unitaire, test d'intégration, jusqu'au déploiement. Mais s'il y en a une qui échoue, eh bien toutes les autres sont arrêtées et ne vont pas s'effectuer. C'est pour ça qu'on parle de pipeline. Alors le déploiement continu, lui, il est utilisé par certaines entreprises, puisque généralement, au niveau des entreprises, on fait plutôt de l'intégration continue, et pour effectuer le déploiement dans un environnement de production, c'est plutôt une opération manuelle qui va se mettre en place. Par contre, il y a des entreprises qui font du déploiement continu. Par contre, dans ces entreprises-là, eh bien, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être respectées, à savoir que le code doit être poussé en production à un moment précis, qui est choisi soit pour avoir un faible impact sur les utilisateurs finaux, hein, puisque en production, si une version nouvelle d'un logiciel doit en remplacer une autre, il faut absolument pas que l'ancienne version soit interrompue. Il ne faut pas que les utilisateurs aient l'impression qu'il y ait une coupure. Donc, soit lorsque l'équipe de développement est là pour résoudre les problèmes qui surviennent. Donc, c'est une des conditions à respecter pour les entreprises qui veulent faire du déploiement continu. Une autre condition à respecter pour les entreprises qui veulent faire du déploiement continu, puisque les entreprises qui font du déploiement continu, c'est-à-dire qui vont déployer le logiciel qui automatise absolument toutes les étapes du déploiement d'une application, eh bien, ces entreprises vont déployer le logiciel dès que les modifications vont être publiées, et elles sont publiées dès qu'elles sont prêtes. Mais cette opération de déploiement continu, elle va plutôt être mise en place dans les startups où l'agilité est plus importante que la fiabilité, ou dans des entreprises qui sont très bien établies, qui ont pu investir dans le développement de l'automatisation, des tests auxquels ils peuvent faire confiance pour détecter les problèmes. Vous voyez, donc ça, c'est les deux conditions qui doivent être respectées lorsqu'on veut faire du déploiement continu. Donc voilà un peu pour présenter GitLab. Il est important d'avoir un vocabulaire quand on fait une formation DevOps, puisque jusqu'à présent on avait juste pratiqué. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va installer GitLab dans un conteneur Docker. C'est-à-dire que l'objectif, ça va être
de l'installer localement. Alors normalement vous avez des machines qui ont été installées avec du Linux dans des VirtualBox, donc c'est ce que on va utiliser, hein, puisqu'il faut travailler dans des environnements Linux. Alors, pour pouvoir installer GitLab, il faut savoir que sur le Docker Hub, il y a une image qui s'appelle gitlab/gitlab-ce qui va permettre de créer un conteneur GitLab. Alors pour ce faire, on va utiliser la syntaxe suivante. Voici la commande que l'on va utiliser pour installer GitLab, hein, donc la commande Docker permettant de définir cette configuration est la suivante. Alors la commande se présente comme suit. Donc, Docker, alors sudo c'est peut-être pas la peine, voilà. Alors Docker run, -- détache, donc on va créer un conteneur en mode détaché. -- hostname, on va lui donner un nom, gitlab.example.com, ça va être le nom de notre conteneur. -- publish 443. Alors, peut-être qu'il va être plus intéressant d'utiliser le port 40443 sur la machine hôte, au cas où le port 443 est utilisé. Ici, même chose, on pourrait peut-être utiliser le port 8000. Ici, publish 2222, même chose. Peut-être ici, voilà, pour rester dans le même ton que à ce niveau-là, on va plutôt travailler sur ce port-là. Alors pourquoi? C'est parce que le port 443, c'est le port qui est affecté au protocole HTTPS. Le port 80, c'est le port qui est affecté au protocole HTTP. Le port 22, c'est le port qui est affecté au protocole SSH. Or, les ports 440, les ports qui sont définis sur la droite, c'est-à-dire ceux-là, ce sont les ports qui vont être utilisés par l'application GitLab dans le conteneur. Et on veut les mapper à ces ports-là, à ceux-ci, qui ceux-là vont être définis sur la machine VirtualBox. Or, ces ports-là peuvent être occupés. Donc, il vaut mieux utiliser les ports 443, 80 et 22 peuvent être occupés sur la machine VirtualBox. Donc, il vaut mieux utiliser des ports que l'on sait qui ne seront pas utilisés. Hein, donc, il vaut mieux travailler comme ça. -- GitLab, donc le nom du conteneur ce sera ça, -- restart always pour que le conteneur redémarre dès que la machine va redémarrer, et puis là on va mapper un certain nombre de volumes qui sont utilisés par GitLab pour stocker la configuration et ces données. Donc on a les volumes etc GitLab, var log GitLab, var opt GitLab et var log GitLab reconfigure qui vont être mappés avec ces volumes-là qui seront donc sur notre machine VirtualBox, notre machine physique. Alors pourquoi on fait ça? Même si on détruit le conteneur dans lequel on aura installé GitLab, parce qu'on aura peut-être besoin de reconfigurer quelque chose, eh bien toutes les données de configuration du conteneur précédent seront sauvegardées. Donc même si on recrée le conteneur, pas de problème, les données seront conservées dans les volumes qui auront été mappés. Alors, donc, on va récupérer toute cette instruction, bouton droit, copier, et on va aller sur l'invite de commande. Alors vous êtes sur votre machine VirtualBox. Hein. Hop, si vous n'avez pas Linux sur votre PC. Et quand vous êtes dans votre invite de commande, eh bien vous collez cette instruction. Voilà, et puis là,
l'installation va commencer. Donc là, il faut patienter un petit moment. Une fois que notre application a été installée, on peut tout simplement, pour voir ce qui s'est passé, on va utiliser la commande docker logs GitLab. On vient ici, on colle. Voilà, on voit un petit peu ce qui se passe dans notre conteneur. Voilà, pas de problème. Ça a l'air de marcher. On fait un IP ADDR pour récupérer l'adresse IP de notre carte réseau. Alors là, il faut récupérer l'adresse IP de votre machine VirtualBox. Donc je présume que ça... Donc là, il faut faire un IP ADDR pour voir quelle est votre adresse IP. Moi, mon adresse IP, c'est 192.168.1.2. Ça va être quelque part ici. Il faut récupérer l'adresse IP de la machine VirtualBox. Voilà, donc moi ici, c'est ça. Peut-être que vous, ça va être 192.168.56.2. Ça dépend comment est-ce que ça a été installé. Donc là, il faut faire IP ADDR pour la récupérer. On lance le navigateur. Vous pouvez lancer le navigateur sur votre machine Windows, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème, puisque votre machine Windows communique avec votre machine VirtualBox. Alors, je lance le navigateur, je colle, et j'ajoute 40.0.80. Voilà. Et là, vous voyez, on arrive sur la page de connexion de GitLab hein, qu'on a installé avec notre conteneur Docker. Et donc là, l'objectif, ça va être de trouver le mot de passe du root hein, pour pouvoir nous connecter. L'objectif, c'est maintenant de récupérer le mot de passe initial du root. Alors pour ça, on va sur la machine VirtualBox. On rentre dans le conteneur GitLab, docker exec-it GitLab bash. On va dans le dossier etc/gitlab. On fait un ls et là on a un fichier qui s'appelle initial password. On fait un cat, récupère ce fichier initial password, on le colle. Et là, on va avoir le mot de passe du root qui est ici. On revient sur notre page root et on colle le password. On clique sur Sign in. Et là, donc, on est sur notre page GitLab. On s'est connecté en mode root. La première chose, on va changer le mot de passe du root. On vient ici, on clique sur admin. Quand on est sur admin, on va retrouver l'utilisateur, dernier utilisateur ici, administrateur. On clique dessus, sur administrateur. Voilà. On clique sur Edit à ce niveau-là et on va pouvoir lui donner un nouveau mot de passe dans Password, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelque chose de plus simple. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On va cliquer sur Save Change. Et on va tester le nouveau mot de passe. On vient cliquer ici, Sign out. Et là, on va tenter de se reconnecter avec le root. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On clique sur Sign in. Alors,
recommence. Route 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est mal fait. Donc on va normalement, il faut se reconnecter au cas où ça a été mal fait. On valide, on clique sur Sign In. Donc, voilà, on revient. Donc apparemment ça n'a pas été mis à jour. On vient ici sur Admin. Alors on nous dit qu'il y a un utilisateur. Cet utilisateur, le dernier utilisateur, c'est l'administrateur. Clique sur administrateur. Voilà. Et à ce niveau-là, il faut bien cliquer dessus. Voilà. Alors l'utilisateur, on clique sur Edit, recommencer. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est le mot de passe. Le username c'est bien le root. Voilà. Et là, on va cliquer sur Save Change. On va s'assurer que les changements sont bien pris en compte. Voilà. Pourquoi il ne veut pas sauvegarder là? Voilà, clique bien dessus. Alors, the form contain error. Password must not contain commonly used combination of word and letter. Donc là, il n'accepte pas pour le root. Il veut quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc on va faire A, Z, E, R, T, Y, majuscule, minuscule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et un étoile par exemple. Donc on recommence ici, A, Z, E, R, T, Y, 3, 4, 5, 6, étoile par exemple, quelque chose d'un peu plus complexe. Et on va valider ce change. Voilà, donc là il a accepté. Et on va tenter de se reconnecter avec ce nouveau mot de passe. A, Z, E, R, T, Y, donc minuscule, majuscule, 3, 4, 5, 6, et le symbole étoile. On clique sur Sign In, ici. Voilà. Donc là, on a pu se reconnecter en route. Mal avec la souris, là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer un utilisateur. On vient ici sur Admin Area. Et on va créer un new user. Le new user, alors on va l'appeler, on peut l'appeler comme on veut. Moi je vais l'appeler Mousse ici. Mousse à ce niveau-là. L'adresse email, donc là il faut mettre la vôtre. @wanadoo.fr. mousse.si@wanadoo.fr. Donc là il faut mettre la vôtre. Ensuite cet utilisateur sera administrateur et on clique sur Create User. Voilà, donc l'utilisateur il a été créé. On va se déconnecter en tant que utilisateur root et on va se reconnecter avec le nouvel utilisateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
on clique sur Sign In. On commence mousse ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il n'accepte pas. Alors, on va se reconnecter en route. A, Z, E, R, T, Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, étoiles. Pour aller voir ce qui se passe. Voilà. On revient ici. Admin, on va dans la zone administrateur. On va sélectionner sur l'utilisateur Mousse, qui est ici, ou l'utilisateur que vous avez créé. Et là, on va cliquer sur Edit. Alors le password, on va remettre le password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On descend, on va voir si le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il l'accepte. Donc apparemment, le problème vient de là. Il faut un mot de passe un peu compliqué. Donc on va refaire comme tout à l'heure. Hein. A, Z, E, R, T, Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. Et là on fait la même chose. A, Z, E, R, T, Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. A, Z, E, R, T, Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. Voilà. Et là, c'est de descendre vers le bas. Save change. On sauvegarde les changements. Donc on a fait ça. On se déconnecte. Et on va tenter de se reconnecter avec l'utilisateur qu'on a créé. R, T, Y, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. Là. Voilà, et là il redemande à modifier le mot de passe A, Z, E, R, T, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. On va essayer de voir s'il réaccepte le même. A, Z, E, R, T, Y, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. Et A, Z, E, R, T, Y, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. On reset le new password et là on va pouvoir se reconnecter. A, Z, E, R, T, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. On va pouvoir se connecter. À partir de là, ici, on peut créer un projet. Create blank project. On va l'appeler projet Python. On va le définir comme private. On peut initialiser un repository avec readme. On clique sur create project. Ici. Alors, pick a group or namespace where you want to create this project. Alors là, il faut effectivement mettre le nom du user. Ainsi, notre projet il sera à cette adresse-là. Et on clique sur Create Project à ce niveau-là. Voilà, donc on a le projet Python qui a été créé sur notre repository et qui contient donc un readme. Maintenant que notre projet est créé,
on va créer un runner pour notre projet. Donc là, on va sur Setting, CICD. Alors peut-être avant ça, d'abord la clé SSH. Donc on va d'abord venir ici. On va aller sur Préférences. Et là, SSH key hein, pour que notre machine VirtualBox puisse communiquer avec carrément cette machine Docker. Et donc ici, ce qu'il va falloir faire, il faut venir, alors d'abord, hein, si vous êtes toujours dans le conteneur Docker, donc exit hein, sur la machine VirtualBox, et là on va générer une clé SSH, SSH-keygen, voilà, on valide, SSH-keygen. Alors si il dit qu'il y en a une qui existe déjà, on répond yes hein, pour l'écraser. Ensuite cat tilde slash point ssh slash id underscore rsa.pub et on récupère bien la clé publique. Il faut bien la récupérer. Hop. Et on va la coller à ce niveau-là. Add key. Donc voilà, notre clé publique a été rajoutée. On revient sur notre projet. Ici, hop. Wall Project. On clique sur notre projet à ce niveau-là. Voilà, on va sur Setting, CICD. On va sur Runner. Et il va falloir installer un runner donc dans notre machine VirtualBox. Installe GitLab Runner et ensure it's running ici. Donc c'est plutôt ici, on l'a dit, voilà. Donc là il nous donne les instructions, mais on peut les trouver également hein, si on revient sur la page hein, dans Show Runner, installation instructions, voilà. Quand on est sur du Linux, on a les instructions qui sont ici, donc là on va récupérer, copier les instructions. On peut les copier d'ailleurs directement ici, là. Voilà. Bouton droit, on copie. On colle dans la machine VirtualBox. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Failed to create fichier texte warning occupé. Donc ça veut dire ça sûrement que il y avait déjà des runners au niveau de cette machine. Donc je vais d'abord les supprimer pour recommencer l'instruction. Donc si un runner existait déjà, effectivement on aura ce message là, donc on va continuer. Alors on donne la permission runner. Voilà. Ensuite on crée un user GitLab runner. Alors, donc il existe déjà, donc là il répond qu'il existe déjà. Et ensuite on va installer
comme un service. Donc là, ça existe déjà, c'est pour ça qu'il répond. Donc si les installs ont déjà été faites sur les machines virtuelles, normalement, vous devriez avoir les mêmes messages. Si ça n'a jamais été fait, bon, il n'y aura pas ces informations-là. C'est-à-dire que normalement, ça va passer. Si ça existe déjà, si le GitLab Runner a été installé auparavant, donc il y aura ces messages-là. Voilà. Ensuite, on va pouvoir tout simplement enregistrer un runner. Alors pour ça, on écrit git lab-runner et juste derrière, on va écrire register. Alors, il demande le GitLab. Alors par contre, c'est pas cette adresse-là maintenant. L'adresse, ça va plutôt être celle que nous on a installée. Donc votre adresse IP et votre URL. C'est-à-dire que nous, on l'a installé sur le http://192.168.1.2 2.40080/. Alors attention à cette adresse IP, c'est pas la même pour vous, hein. Ça c'est mon adresse IP à moi, donc là il faut récupérer l'adresse IP de votre machine VirtualBox. On valide, on va lui donner, alors ça on peut fermer, hein. On va lui donner le token qui est ici. Voilà. On va coller. On valide. On valide. Ici, pour le runner, on va écrire des tags qu'on n'utilise pas dans l'immédiat, mais juste pour une étape ultérieure. On valide. On valide. Et ici, on va indiquer que on va utiliser le shell. On valide. Voilà. Et là, on peut faire un GitLab-runner liste, hein, pour voir que ils existent bien sur cette URL là. Ensuite, il suffit de rafraîchir notre page ici pour voir si le runner apparaît bien dans la page. Le voilà ici. Alors, si on veut que ça devienne vert, il suffit de venir ici et de faire GitLab -runner run. Alors quand on fait ça, là il va exécuter tous les runners. Alors s'il y en a qui étaient également connectés avec le GitLab distant, donc il va également les activer. Voilà. On rafraîchit la page, on fait un expand et normalement voilà, ça devient vert. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va revenir sur le projet Python qui est ici. Et sur ce projet, on va venir sur plus à ce niveau-là. On va créer un nouveau fichier que l'on va appeler .gitlab-ci.yml. Voilà. On clique à côté, il affiche apply a template, on va saisir bash. Voilà, donc il va nous proposer un type de script bash. Nous, notre objectif, c'est d'essayer d'exécuter ça sur le runner, hein, pour voir si ça fonctionne. On clique sur commit change, ici. Voilà, on a commité les changements, ce qui veut dire que normalement, si on vient dans CICD ici, pipeline, on a notre pipe qui est dans l'état pending. On clique sur pending pour aller voir pourquoi il est dans cet état-là. Voilà, donc là il est en état attente. Alors il y a quelque chose qui est important de faire, c'est que
On revient sur CICD à ce niveau-là, quelque chose qui est très important. Alors là, maintenant, bien sûr, comme on est dans un GitLab qu'on a installé, il n'y a pas de runners qui nous sont proposés ici par défaut. Hein. Les shared runners, il n'y en a pas, donc on peut laisser activer. Par contre, ici, on va venir dans Edit, et on va cocher sur Run Untagged Job hein, pour permettre à ce runner de prendre même les jobs qui ne sont pas tagués. Or, le nôtre actuellement, on ne l'a pas tagué. Donc voilà, on fait comme ça. On va cliquer sur le projet Python. Ici, on revient sur le CICD, un pipeline. Voilà, et là, il commence à s'exécuter. On clique sur Running. Là, et on a bien notre pipeline qui est en train de s'exécuter. Et là, il faut patienter. Alors, ce qui est bien dans un pipeline, là on voit qu'il est dans l'état running, et on voit que les différentes étapes du pipe doivent s'exécuter les unes derrière les autres. Il y a cette première étape, l'étape de build, qui doit s'exécuter. Si elle passe, ensuite il y aura l'étape test 1 et test 2 qui passeront, et il y aura l'étape deploy. Et voilà, donc là, on a réussi à installer GitLab dans un conteneur Docker. On a vu comment créer un runner qui va être utilisé par le GitLab qui a été créé dans le conteneur, et on a vu comment lancer un pipeline de type bash. Alors, ici, si on attend un peu, on va constater que le build s'est planté. Ça n'a pas marché. Donc on clique sur build 1 pour aller voir pour quelle raison ça s'est planté. Voilà. On constate qu'ici, on a une erreur fatale. Impossible d'accéder à http://gitlab.example.com mousse. Donc là, on voit que le runner qui fonctionne sur votre machine VirtualBox, on constate que le runner, eh bien, il n'arrive pas à contacter le serveur GitLab, hein, puisque c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit impossible d'accéder à http://gitlab.example.com. Alors pourquoi il n'arrive pas à le contacter? Alors sur la machine de VirtualBox, donc on va se connecter à VirtualBox, va se connecter au terminal. Hein. Il faut aller sur le terminal de votre VirtualBox. 6. Voilà. Et sur le terminal de votre VirtualBox, c'est-à-dire sur la machine sur laquelle fonctionne votre serveur GitLab, eh bien, il faut essayer de pinguer cette adresse, l'adresse gitlab.example.com. Donc on essaye de la pinguer. Alors ping gitlab.example.com. Ça marche pas. Alors pourquoi il faut essayer de la pinguer? Parce que si on se souvient bien ici, hein, sur le document à partir duquel on a pu créer le conteneur GitLab, ici, hein, dans la syntaxe, à ce niveau-là, on a donné un nom d'hôte au conteneur GitLab. Le nom d'hôte, c'est gitlab.example.com. Et donc, ici, si on regarde le conteneur qui fonctionne, donc Docker PS,
on a le conteneur GitLab qui fonctionne à ce niveau-là. Alors si je rentre dans ce conteneur, docker exec -it GitLab, bash, si je rentre dans ce conteneur, si je fais un cat /etc/hostname, voilà, on constate que le nom d'hôte de la machine, c'est ça. L'adresse IP, si je fais un IP ADDR, l'adresse IP du conteneur, c'est 172.17.0.2. Donc, normalement, pour vous, ça devrait être la même s'il n'y a aucun autre conteneur Docker qui fonctionne. Si chez vous, il y a un autre conteneur Docker qui fonctionne, donc ça pourrait être une adresse IP différente. Donc, notre problème, c'est quoi? C'est que on fait un exit pour sortir du conteneur. Notre problème, c'est que sur la machine VirtualBox, eh bien, on arrive, si on ping le 172.17.0.2, ça passe, la machine reconnaît l'adresse IP. Par contre, elle ne reconnaît pas le nom d'hôte quand on tente de pinguer le gitlab.example.com. Donc pour ça, pour que ça fonctionne, il va falloir mettre à jour le fichier hosts, dans lequel il y a les correspondances entre les adresses IP des machines et les noms d'hôtes. Donc on va mettre à jour ce fichier. Alors attention, il faut le faire en sudo. Donc faites sortez du fichier et faites-le en sudo. Alors ici, alors moi j'ai beaucoup de choses dans ce fichier, c'est pas comme vous devez avoir vous que quelques lignes. On va se placer tout à la fin du fichier, tout à la fin, et à la fin du fichier on va écrire 172.17.0.2, à savoir l'adresse IP du conteneur de GitLab. Ce conteneur GitLab, il a pour correspondance gitlab.example.com. Et donc si on sauvegarde ça, et on sort, CTRL O, peut-être pour les camarades qui ne se souviennent pas, quand vous êtes dans votre fichier nano, CTRL O, une fois que vous avez fait la modif, CTRL X pour sortir. Alors si on sauvegarde ce fichier, et que l'on fasse maintenant un ping gitlab.example.com, alors ça marche toujours pas, très certainement parce que on a dû faire une erreur. On recommence le sudo, sudo nano etc/host, on a dû faire, je l'ai appelé, GitLab, attention là je me suis trompé, c'est GitLab, gitlab.example.com. Et donc quand je fais un ping, voilà, ça marche. Et donc maintenant, si je reviens sur mon pipeline, ici, où il y avait l'erreur, il suffit de venir sur ce bouton-là, et pour recommencer à lancer le pipeline, je le recommence, je le relance. Là, je relance le pipeline, je clique sur pipeline, ici, et là, il est dans l'état running. Donc il faut patienter un petit moment, et donc là on attend un petit moment, et donc j'ai bien le pipeline qui est en train de s'exécuter, et peut-être qu'avec la modif qu'on a fait, peut-être que ça va passer. Donc il est dans l'état build 1, donc là il faut patienter un petit moment pour voir. Alors il me dit par contre this job is stuck because the project doesn't have any runner. Alors ce qu'on fait dans ce cas-là, quand on voit qu'il y a du mal à démarrer comme ça, une idée c'est de venir ici sur la ligne de commande et de faire un gitlab-runner et de faire un run. Voilà, on fait ça. Alors le truc c'est que si vous avez fait plusieurs runners
et qu'il y a des runners qui sont associés à des projets sur le GitLab sur Internet, hein, comme on a fait en classe, eh ben, il va les déclencher. Et donc, là, il va également essayer de déclencher celui que, voilà, regardez, ici, il est passed. Hein. Donc là, ça a bien fonctionné. Donc voilà, donc notre pipe a fonctionné. Hein, donc là, on a un pipeline qui a fonctionné intégralement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce pipeline, hein, pour comprendre un peu toutes les étapes? On a l'étape de build. Alors, ces étapes-là, elles sont définies où d'abord? Ces étapes-là, si je reviens sur le projet Python, qui est ici, GitLab-CI, qu'est-ce qu'on a dans ce fichier? Quand on lance ce pipeline, quand on lance ce script, l'image sur laquelle ça va fonctionner, c'est celle-là. Ensuite, c'est une image Linux, hein, en quelque sorte, un BusyBox 2.latest. Ensuite, alors cette image-là, c'est elle, effectivement, donc qui va être récupérée pour exécuter notre script. Ensuite, ici, on a un certain nombre d'instructions qui vont être exécutées au début de chacune des étapes qui sont ici. Et on a ici un certain nombre d'instructions qui vont être exécutées au début de chaque étape qui sont ici. Alors, à quoi correspond un pipeline comme celui-là? On suppose qu'on a une application qui est écrite en Python, par exemple, hein, que l'on a poussée sur le serveur GitLab. À partir de là, ben, on a plusieurs étapes qu'on veut lui faire passer. On a une étape de build qui va être celle-ci, dans laquelle on souhaitera remplacer ce script par la compilation du projet. Donc cette étape, on l'appelle build 1, stage build. Et ici, hein, dans script, pour l'instant, on a fait un simple écho. Mais notre objectif, bien sûr, ce sera plutôt la compilation. Une fois que cette étape de compilation sera passée et qu'il n'y aura pas d'erreur, passera par une étape de test. Ensuite, pour tester notre application, faire des tests unitaires par exemple. Ensuite, on passera par une autre étape qui sera une étape de test d'intégration par exemple. Il pourrait y avoir encore une autre étape de test, hein, pour des tests d'acceptation, des tests de charge, etc. Et ici, on aura une étape de déploiement, par exemple, une étape dans laquelle on pourrait envoyer l'application prête à être déployée dans un conteneur Docker, dans un registry. Hein. Donc voilà à quoi ça correspond. Alors si on revient, il faut bien que vous ayez le script en tête, hein. Si on revient ici sur CI/CD pipeline, à ce niveau-là, si je reviens sur passed, alors si je reviens sur build 1 par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans build 1? Dans build 1, on voit que ici, on a bien cette étape ici, hein, donc running on Debian. Donc la getting source from Git repository, d'abord bien sûr on récupère les sources à partir du repository. On a bien la partie before script qui va s'exécuter. On a bien la partie running script qui va s'exécuter après l'étape de build, hein, qui a été effectuée ici. Si je reviens maintenant encore sur CI/CD, si je vais cliquer sur passed, si je vais cliquer sur test 1, à ce niveau-là, même principe, hein, on a bien la partie before script qui va s'exécuter. Before script elle est ici. On a la partie test et on a la partie after script qui s'exécute ici. Donc, c'est le même principe pour les autres parties du pipeline. Donc, si on revient sur notre projet Python,
et qu'on va voir notre GitLab CI/CD, ce qu'on a compris, on a compris que ici on définit l'image Linux sur laquelle on veut que les parties de ce script s'exécutent. Le before script qui est ici va s'exécuter avant chacune des étapes. Avant le build, il va s'exécuter. Avant le test, il va s'exécuter. Avant le test 2, il va s'exécuter. Et le after script qui est ici va s'exécuter après chacune des étapes. Avant le build 1, il va s'exécuter. Après le build 1, pardon. Après le build 1, il va s'exécuter. Après le test 1, il va s'exécuter, etc. Donc on voit que dans la syntaxe, déjà, on comprend pas mal de choses ici quant à la structure d'un pipeline à ce niveau-là.